Est contre l'Est, l'Alliance Atlantique contre Moscou. On en vient maintenant à ce sommet de l'OTAN au parfum de guerre froide qui a commencé au Pays de Galles dans une ambiance électrique. Barack Obama est sur place. La crise ukrainienne est sur toutes les lèvres. On ira sur place dans un instant car on évoque ce soir la possibilité d'un cessez-le-feu. D'abord, les suites de la décision française sur les navires Mistral. Quel serait le coût d'une annulation de la vente? Les chantiers navals de Saint-Nazaire sont-ils en danger? Les questions et les réponses avec Arnaud Boutet et notre bureau à Rennes. 8 h ce matin, les marins russes regagnent comme tous les jours le centre de formation de Saint-Nazaire. La livraison est suspendue, mais pas la préparation ni la construction. Et à 700 km de là, François Hollande refuse de remettre les clés du bateau. Les conditions doivent être réunies pour que le navire soit livré. Quelles sont les conditions? Un cessez-le-feu et un règlement politique. Aujourd'hui, ces conditions ne sont pas réunies. Et faute de conditions, il y a donc l'annulation possible du contrat Mistral de 1,2 milliard d'euros. Quelles seraient en plus les pénalités? Avec rupture du contrat, la télévision russe évoque la somme de 10 milliards d'euros de dommages et intérêts. Au mois de juin, Vladimir Poutine avait déjà mis en garde. Si la France décide de l'annuler, elle peut le faire. Mais nous exigerons alors un dédommagement. Et cela ne contribuera pas positivement au futur développement de nos relations. Les chantiers navals seraient-ils menacés? Non, car il existe d'autres clients à Saint-Nazaire. Mais l'annulation des commandes russes aura des conséquences. Si demain, je dis bien si demain, au conditionnel, on nous dit que ces affaires-là, il faut les arrêter, il y a 300 personnes du jour au lendemain qui se retrouvent sans travail, quoi. 300 permanents plus 300 sous-traitants et souvent la même réaction. On ne sait pas trop en fait, on est perdu là-dedans. Ça change tout le monde. Donc voilà, on attend, faut attendre. Existe-t-il d'autres clients potentiels? Des élus allemands suggèrent que l'OTAN rachète les navires pour équiper l'Europe et pour ne pas armer les Russes. Un nouvel accord? Peu probable, car l'histoire n'est pas terminée. Et si l'Ukraine réclame un cessez-le-feu qui pourrait débloquer ce contrat, c'est parce que sa contre-attaque contre les séparatistes pro-russes a échoué. Nos envoyés spéciaux Marc de Chalvron, Chloé Cormery et Philippe Frémont ont pu constater la déroute, il n'y a pas d'autre mot, de l'armée de Kiev. Voici leur reportage. Voyage au cœur du Donbass, cette région de l'Est ukrainien où désormais les séparatistes pro-russes règnent en maître absolu. Il y a une semaine à peine, c'est pourtant l'armée ukrainienne qui contrôlait la zone, devenue depuis son cimetière. Partout des blindés, des tanks, anéantis par des tirs d'une précision professionnelle. Rien d'étonnant pour ces combattants pro-russes qui viennent inspecter les lieux. Parmi nous, il y a beaucoup d'anciens soldats qui se battaient en Afghanistan du temps de l'Union soviétique. Pas un véhicule de l'armée ukrainienne ne semble avoir été épargné. Ici, les cadavres de soldats sont toujours là, l'un d'entre eux accroché au câble électrique. Et les pro-russes en convoi passent à côté, en vainqueurs. Ces scènes donnent une idée assez claire de la débandade qu'a connue ici l'armée ukrainienne il y a une semaine à peine et de la puissance de feu développée par les pro-russes. De fait, la région de Donetsk se trouve totalement sous le contrôle des séparatistes. Les habitants de la région sortent à nouveau de chez eux après avoir connu l'enfer. Le Donbass ne mérite pas qu'on fasse ça. Ils ont tout détruit. Tout ça doit s'arrêter. Vous savez, les soldats ukrainiens ne faisaient que répondre aux ordres. Et c'est dans cet hôpital, non loin de là, que nous avons retrouvé un soldat ukrainien. Yuri, 20 ans, un survivant. Blessé il y a une semaine au combat, hospitalisé depuis. Libre de ses mouvements, dit-il, il ne sait pas où aller. Le sentiment d'avoir été abandonné par son armée. Les officiers de l'armée ukrainienne ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas à leurs soldats. Ma mère est allée voir l'armée, mais personne ne lui a répondu. Il faut aller 60 km plus au sud pour voir des soldats ukrainiens encore debout. Ce qu'il reste de l'armée ukrainienne va prêter main forte à Mariupol, devenue enclave ukrainienne en territoire pro-russe. Régulièrement, les habitants de Mariupol se réunissent, clamer des slogans à la gloire de l'Ukraine, exorciser l'angoisse d'une attaque imminente. Voilà pour la toile de fond. Bonsoir Maryse Burgot, vous suivez ce sommet de l'OTAN à Newport au Pays de Galles. Alors, cessez le feu ou pas avec Vladimir Poutine, est-ce que c'est en bonne voie?
En tout cas, David, malgré l'ambiance de guerre froide entre Russes et Occidentaux, il y a bien ici ce soir un espoir. Et cet espoir est venu de l'invité central de ce sommet de l'OTAN, Petro Porochenko. Entouré de François Hollande ou encore de Barack Obama, le président ukrainien a détaillé un accord de paix qui pourrait être signé dès demain. Alors évidemment, on ne sait pas si cet accord se fera véritablement. Les Occidentaux ont beaucoup de défiance à l'égard des Russes, mais selon l'entourage du président français, cet accord est tout à fait possible, mais la défiance est grande à l'égard des Russes, accusés de mentir et de ne jamais tenir leurs promesses. Merci Maryse pour ce compte rendu.